Bonjour, cette semaine, Cap Amérique vous emmène aux États-Unis où les bulletins de santé des candidats s'invitent dans la campagne présidentielle. Il aura suffi d'un malaise d'Hillary Clinton, immortalisé par les caméras de télévision, pour qu'aussitôt repartent les rumeurs et les doutes sur la sincérité de la candidate. On ira aussi en Haïti, où l'épidémie de choléra a déjà touché pas moins de 800 000 personnes depuis 2010, et l'arrivée des casques bleus de l'ONU, aujourd'hui tenus pour responsables du fléau. Et puis on suivra les aventures de 4 filles pas comme les autres, 4 membres de la communauté indienne des Mohawks, dont la série fait un carton à la télévision canadienne. Et d'abord, voici les dernières infos de la course à la Maison-Blanche. Elle est donc souffrante, Hillary Clinton. Son malaise de dimanche n'est pas dû à un coup de chaud, comme l'a dit d'abord son équipe de campagne, mais plutôt à un coup de froid. Une vilaine pneumonie qui l'a finalement contrainte à annuler plusieurs déplacements. Voilà donc relancer les rumeurs sur son état de santé et plus ennuyeux encore les doutes sur sa sincérité. Ludovic de Foucault. C'est une image filmée par un témoin. Hillary Clinton vient de quitter précipitamment le mémorial du 11 septembre. De dos, on la distingue appuyée contre un poteau et soutenue par une collaboratrice. Alors qu'elle s'avance vers un van venu la chercher, elle vacille comme si elle était sur le point de s'évanouir. Elle parvient finalement à monter dans le véhicule, aidée par son personnel de sécurité. Dans la rue, les New-Yorkais sont partagés sur l'état de santé de la candidate, mais une chose est sûre, il semble certain de ne jamais avoir le fin mot de l'histoire. Tout le monde peut avoir un coup de chaud, mais on ne connaîtra jamais les vraies raisons. Je pense qu'elle a un problème médical qu'on cache au public. Coup de chaud ou pas, il faisait 26 degrés ce jour-là à Manhattan, c'est bien d'un problème de confiance avec les électeurs américains que souffre la candidate démocrate. Elle a cette longue histoire avec des gens incapables de lui faire confiance, avec ce sentiment qu'elle refuse de dévoiler des informations. Et je pense que comme l'élection est serrée et que Donald Trump avance dans les derniers sondages, elle va se retrouver dans une position où elle devra donner plus d'informations, ou alors ce nuage de doute ne fera que grossir. Hillary Clinton n'aime pas la transparence. C'est la réputation qui lui colle à la peau. Pendant son mandat de secrétaire d'État, elle a par exemple préféré utiliser une adresse mail personnelle avec un domaine qu'elle a fait enregistrer et un serveur situé à son propre domicile. Utiliser un hébergeur privé la protégeait des demandes pour rendre publiques ses archives. Avec du recul, il aurait mieux valu utiliser un autre compte et un second téléphone, mais à l'époque, cela ne semblait pas poser problème. Ses adversaires le répètent, Hillary Clinton a un problème avec la vérité. En 1998, n'avait-elle pas nié que son mari Bill, alors président, avait une liaison, accusant les républicains d'avoir monté l'affaire de toutes pièces? Et 10 ans plus tard, en pleine campagne pour la primaire démocrate, n'avait-elle pas affirmé, en voulant vanter son expérience à l'international, qu'elle avait atterri à Sarajevo en 1996 sous les balles des snipers, avant de devoir s'excuser devant l'évidence des images ressorties des archives télévisées? Vous savez, j'ai commis une erreur, ma mémoire a flanché. Vous savez, mon équipe a essayé de rattraper. Bref, j'ai commis une erreur, ça arrive et ça prouve que je suis humaine. Pourquoi Hillary Clinton n'apparaît-elle pas davantage dans les médias? Pourquoi ne donne-t-elle pas de conférences de presse? Pourquoi ses meetings sont-ils si étonnamment courts? Au fond, que cherche-t-elle à cacher? Voilà le genre de questions que les partisans de Donald Trump répètent en chœur. Le candidat républicain devrait bénéficier de cette nouvelle affaire qui met encore une fois en cause la sincérité et la transparence de sa rivale, une femme qu'il a surnommée Crooked Hillary, Hillary la tordue ou Hillary la malhonnête. Donald Trump, qui lui aussi, d'ici la fin de la semaine, s'engage à publier son propre bulletin de santé. Le candidat républicain poursuit sa campagne. Il était la semaine dernière au Mexique, on l'a vu, maintenir son projet d'un mur de séparation entre les deux pays. En fait, ce mur existe déjà, ou plutôt un embryon lancé en 2006 pour contrer les trafics le long de la frontière. Avec quelle efficacité? Voyez ce reportage. Une saignée dans un décor de cinéma. Au milieu des dunes de l'Arizona, voici le mur qui sépare les États-Unis du Mexique depuis 2008. Ce n'est pas encore le mur dont rêve Donald Trump, mais ça y ressemble.
Le candidat à la présidence veut s'inspirer de cette structure pour l'agrandir, la rehausser. Ces agents de l'immigration constatent une baisse des tentatives de passage de 139 000 à 8 000 personnes en une petite décennie. Ça a nettement ralenti le nombre de passages. Ça nous sert aussi à mieux détecter les migrants illégaux afin de pouvoir les appréhender. Notre présence est nécessaire parce que le mur à lui seul ne permet pas les arrestations. D'autant que ce mur reste vulnérable. Rien n'empêche de l'escalader. Ces migrants ont été filmés à leur passage aux États-Unis. Quant aux cartels de drogue, ils ne reculent devant rien pour faire passer leurs marchandises. Tout cela est-il bien nécessaire? Si l'on poursuit sa route, on tombe sur la fin de la structure. Ici, les autorités n'ont pas jugé bon de construire sur la montagne. Regardez, on peut passer. C'est la petite porte des piétons. Pour ceux qui ne veulent pas escalader. Tim Follet vient en voisin ici. Il vit à 15 minutes de cette frontière. Cet ancien militaire travaille indirectement pour les services d'immigration. Il connaît par cœur le chemin des migrants. Plusieurs fois par semaine, il place des caméras dissimulées dans les arbres. De quoi enrichir ses connaissances sur les filières. Ce gars, il est là tous les 3 jours à peu près. Lui, il est vraiment là tout le temps. Autant d'éléments qu'il fournira ensuite aux autorités. Aujourd'hui, personne ne connaît avec certitude le nombre de migrants qui parviennent à passer. L'installation d'un mur renforcé que promet Donald Trump plairait beaucoup à Jim, dont la propriété compte pas moins de 200 chemins de passage. Elle fait 20 000 hectares. Ça commence là. J'ai tout ce qu'il y a autour et j'ai 9 kilomètres de frontière internationale. Et le Mexique, c'est où? Le Mexique est ici, plein sud. Mais lorsque l'on s'engouffre sur ce terrain, imaginer qu'un mur puisse être construit ici paraît difficile. Ce serait un travail de titan. Il faut 1h30 pour arriver au bout d'une piste sinueuse au milieu des montagnes. Un terrain que contrôlent parfaitement les cartels mexicains qui détiennent le marché de la drogue et de l'immigration. Sur place, la frontière ne ressemble pas à grand-chose. Ici, il n'y a pas de mur, seulement cette clôture agricole. Ils s'étaient rendus au chevet des Haïtiens après le terrible tremblement de terre de 2010. Ils leur ont amené avec eux le choléra. Les casques bleus de la MINUSTAH ciblent de la colère aujourd'hui en Haïti. Les précisions d'Olivier Boulinck. Combattre le choléra. Des centres comme celui-ci ont fleuri dans la capitale haïtienne. Ici, on refuse des gens, faute de place. On soigne 6 personnes ici. On ne peut pas en accepter plus. On prendrait en charge plus de monde si on le pouvait. Le pays n'arrive pas à faire face à l'épidémie et l'aide financière internationale n'est pas suffisante, malgré l'appel à la solidarité lancé par les Nations Unies. Un manque d'argent qui mène des dispensaires à fermer et limite le travail de prévention. Résultat, chaque semaine, près de 500 personnes sont infectées. Depuis le début de l'année, on dénombre plus de 25 000 cas dans le pays. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la saison pluvieuse au mois d'octobre-novembre et nous avons une crainte d'une flambée importante du choléra si une nouvelle approche n'est pas mise en place rapidement. Problème, 6 ans après le début de la crise, les structures sanitaires restent déplorables en Haïti. 72% de la population ne dispose pas de toilettes à domicile et quasiment un Haïtien sur 2 n'a pas accès à l'eau potable. L'ONU a reconnu le mois dernier sa responsabilité dans l'arrivée de la maladie dans le pays. Le secrétaire général regrette profondément les terribles souffrances que le peuple d'Haïti a endurées du fait de l'épidémie de choléra. L'Organisation des Nations Unies a une responsabilité morale envers les victimes de l'épidémie de choléra. Tout remonte à 2010. C'est ici que des casques bleus népalais auraient pollué cette rivière dont l'eau était bue par les Haïtiens. Depuis, son lit a été détourné et des contrôles sont régulièrement effectués. Mais le constat est terrible. 10 000 personnes sont mortes du choléra dans le pays, 850 000 ont été infectées. Des avocats qui représentent les familles de victimes demandent des indemnités. En théorie, ces réclamations pourraient atteindre 35 milliards d'euros. Mais l'ONU a rappelé la non-recevabilité des poursuites judiciaires contre elles.
C'est un phénomène à la télé canadienne. La série Mohawk Girls en est déjà à sa 4e saison. Sorte de Sex and the City version peau rouge, le feuilleton met en scène les jeunes habitantes d'une réserve amérindienne près de Montréal. 4 femmes modernes et leur vie dans une réserve québécoise. Depuis 3 ans, Mohawk Girls raconte avec humour le quotidien des femmes autochtones. How are we supposed to rebuild the Mohawk Nation if all the guys around here are cousins? Dans ce studio montréalais, on boucle le montage de la dernière saison. Une scène en particulier qui tourne autour du personnage d'Anna. Elle a grandi à Manhattan, pas dans la réserve. Alors quand elle débarque dans la réserve, c'est un peu une outsider, elle est ostracisée. What's wrong with you people? You guys are like a colony of clones. Car la particularité de Mohawk Girls, c'est d'aborder les problématiques contemporaines des peuples autochtones, loin des clichés. C'était l'objectif de départ du duo, à l'origine de la série. Tracy is Mohawk, I am Jewish. Tracy est Mohawk et moi je suis juive. Alors tout ce que l'on met dans la série est très personnel. Ce sont des sujets que l'on connaît. Comme par exemple sortir avec quelqu'un qui n'est pas de ta communauté. Est-ce que tu suis ton cœur ou est-ce que tu participes à la mort de ton peuple? Les scènes de Mohawk Girls se déroulent dans la réserve de Ganawagé, à 40 minutes de Montréal. C'est ici que Tracy Deer a grandi. En tant que jeune femme Mohawk, je me sentais invisible dans ce pays. J'aime me dire que Mohawk Girls aide nos jeunes à se sentir plus valorisés. Maintenant, tu peux allumer la télé et te sentir représenté, et te reconnaître dans les problèmes des personnages, ou rigoler à leurs blagues. Hey Suzy. Et au sein de cette communauté de 8000 personnes, le programme crée chaque année un peu plus d'engouement. À chaque saison, il y a de plus en plus de gens qui veulent participer à la série, qui veulent aider ou être figurants. Et comme on se connaît tous, ils viennent directement me voir, alors que je ne suis qu'une actrice. C'est vraiment top pour la série d'être aussi soutenue par sa communauté. Un succès qui dépasse les frontières de la réserve. L'an dernier, la série a été nominée à 3 reprises lors des prix canadiens de la télévision. Fin de Cap Amérique, rendez-vous la semaine prochaine.